Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de toujours nous préférer sur la télévision Maranatha Bénin pour vous informer tout de suite les titres. Le Conseil des ministres du 28 janvier 2026 marque un cap important entre mémoire, justice sociale et développement des territoires. De la création d'une agence dédiée au retour des afro-descendants au règlement des arriérés d'ex-agents des musées publics, l'État pose des actes forts en faveur de l'histoire du Bénin. Le bien-être, un mot que l'on entend partout, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Est-ce seulement le corps en forme, l'esprit apaisé ou un moment de détente bien mérité ? On en parle dans ce journal. Et puis en interactualité, le Premier ministre britannique se rendra en visite officielle en Chine ce mercredi 28 janvier. C'est la première fois depuis 2018 après une période diplomatique glaciale entre les deux pays en raison des soupçons d'espionnage. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26, à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Le gouvernement béninois s'est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 28 janvier 2026 au titre des décisions prises, la création d'une agence pour faciliter le retour des afro-descendants et le règlement des droits d'ex-agents de musées publics. À cet effet, l'État pose des actes forts de reconnaissance et de réparation. Dans le même temps, l'aménagement de la piste rurale savait l'agrément au Code des investissements et les plans ambitieux d'électrification à l'horizon 2045 montrent une orientation claire vers le progrès des territoires, l'attractivité économique et l'amélioration des conditions de vie des populations également. Sur un autre volet, je vais dire donc en page ecclésiale, dans Ecclésiaste 3, verset 4, il est écrit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Se basant sur ce passage biblique, le révérend Georges Adéhémon révèle que la vie chrétienne comporte aussi bien des temps difficiles que des temps de joie. Alors, dans cet extrait donc, que je vous invite à suivre, l'homme de Dieu nous parle des conséquences de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu, surtout dans les temps d'épreuve. Le croyant qui ne rend jamais grâce à Dieu, il court le risque d'un jour de quitter le Seigneur. C'est le risque à ça. Lui, il ne rend jamais grâce à Dieu. Pour lui, c'est comme si Dieu ne lui fait rien. Le proverbe a parlé de l'insensé. C'est un insensé qui dit que Dieu n'existe pas. C'est parce que pour lui, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi il ne rend pas grâce. Mais le risque pour lui, c'est qu'un jour, il risque de quitter le Seigneur. Quand on est dans les difficultés, c'est d'ailleurs en ce moment-là, c'est dans les difficultés que Dieu veut savoir si vous savez ce qu'il fait pour vous. Nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus pour dire que quand on a déjà cru au Seigneur Jésus, les difficultés ne peuvent pas venir. Les difficultés aussi, ça fait partie de l'adoration. Quand ça vient là, on a lu dans Ecclésiaste chapitre 3 tout à l'heure, les temps. Il y a des temps de pleurs dedans, les temps de difficulté. Mais quand ces temps-là arrivent, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose à Dieu que ça arrive. Mais quand les temps difficiles arrivent comme ça, on se pose la question, on peut dire, bon, peut-être j'ai péché, ou bien c'est les tentations de la foi, ou bien c'est les ennemis. Je pense que c'est les trois chemins par lesquels on cherche les difficultés. Quand ça arrive, on dit peut-être j'ai péché. Ou bien c'est des tentations de la foi. Ou bien c'est les ennemis. Que ça soit les ennemis, que ça soit les tentations de la foi, que ça soit le péché, pour toi, là, quand ça vient là, tu pries tout en rendant grâce à Dieu. Celui qui prie dans les difficultés, qui continue de se donner à Dieu, il est en train de remercier le Seigneur. Et finalement, vous allez voir qu'au finish, Dieu a toujours pris le dessus. Dans le silence des ateliers, loin des projecteurs, il existe des mains expertes qui redonnent vie aux machines fatiguées, des regards précis qui traquent la moindre ou le moindre défaut, le plus petit désalignement, la plus fine imperfection. Ici, rien n'est donc laissé au hasard. Chaque millimètre compte, chaque geste a son importance. Suivez cet élément. Alfred est mécanicien réparateur. Il s'est spécialisé dans le métier d'ajusteur de cylindres.
Une profession de plus en plus rare qu'il exerce toujours avec passion, voire une véritable histoire d'amour qu'il entretient avec le métal depuis plusieurs années déjà. Ça fait longtemps que je fais cette métier-là, quoi. Au moins 26 ans d'abord. Il n'y a pas beaucoup qui font ce travail-là. Parce que c'est difficile. Outils à la main, yeux rivés sur la roue, Alfred répare et ajuste avec minutie. L'artisan mécanicien s'évertue chaque jour à fixer un à un les rayons selon leur calibre et leur longueur. Il y a plusieurs qualités de rayons, quoi. J'achète ça sur les Ibo. Mais parfois aussi, ça ne toque pas. Il y a 300 par 17 et encore 350 par 18. Parce qu'il y a les rayons dimension par dimension. Le métier d'ajusteur de roues est un travail laborieux, mais surtout un savoir-faire et un talent que ses fidèles clients lui reconnaissent volontiers. J'ai l'habitude de venir ici. Je trouve qu'il fait bien son travail. Si je dois le régler, je dois débourser à peine 1500 ou 2000 ou 2 roues. Parfois même, il avance les frais pour le client. Et comme beaucoup de métiers relevant de la mécanique, celui d'ajusteur de cylindres n'est plus seulement l'apanage des hommes. Fali Latou, ancienne coiffeuse de métier, l'a bien compris. Ce n'est pas mon métier, c'est celui de mon oncle. C'est lorsqu'il est submergé de travail que je l'aide. J'apprécie la manière dont il travaille et cela m'a poussé à l'imiter. Bien plus qu'un simple mécanicien, l'ajusteur de cylindres devient presque un acteur non négligeable du recyclage en redonnant une nouvelle vie aux roues usées. Le bien-être, un mot simple, mais une réalité que beaucoup cherchent sans toujours savoir où la trouver dans un quotidien rythmé par les obligations, les préoccupations et les courses contre le temps. Prendre soin de soi devient souvent une option alors qu'il devrait être une priorité. Reportage. La ville s'éveille doucement. Dans certaines rues encore calmes, des silhouettes avancent d'un pas régulier. Basket aux pieds, regard fixé devant soi, ces marcheurs ont déjà commencé leur quête quotidienne, prendre soin de leur corps pour garder l'équilibre. Plus loin, le marché s'anime progressivement. Les étals se parent de couleurs vives, fruits juteux, légumes frais, produits naturels soigneusement disposés. Ici, le bien-être commence dans l'assiette à travers des choix alimentaires plus sains et plus naturels. Au cœur de la ville, certains espaces offrent une atmosphère totalement différente. Lumière tamisée, musique douce, silence reposant. Des lieux pensés pour permettre au corps et à l'esprit de se relâcher loin du bruit et du stress ambiant. Sous les arbres, dans les quartiers, des petits groupes se forment. Des voisins échangent, rient, partagent des moments simples. Ces instants de convivialité participent aussi à l'équilibre intérieur. Dans d'autres endroits, le calme est encore plus profond. Des lieux de recueillement où le silence, la prière et la méditation permettent à chacun de retrouver une paix intérieure. Le bien-être se lie ainsi dans les gestes les plus ordinaires. Marcher, bien manger, se reposer, partager, se recueillir. Des habitudes simples, accessibles à tous, qui contribuent à créer une harmonie entre le corps, l'esprit et le cœur. Produit incontournable de nos marchés, croustillant et apprécié de tous, le Cluicli fait partie de ces petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transmission. Alors, allons à la découverte de cette galette d'arachide avec Victorine Pécou, responsable de production de cet aliment qui nous explique le processus de transformation. La cinquantaine, Victorine est originaire d'Agonlé, une région située au centre-est du Bénin. Sa spécialité est la fabrication de galettes communément appelées Cluicli, un des dérivés de l'arachide, un produit très prisé qu'affectionnent les Béninois de tout âge. Lorsque je suis arrivé à Cotonou, j'avais commencé par vendre des bols à crédit. Ma belle-mère m'a demandé de commencer à fabriquer un peu de Cluicli le temps de récupérer l'argent. J'y ai pris goût et j'ai abandonné le commerce des bols.
La fabrication des galettes d'arachide est un travail d'équipe. Maman Aurélia, ce travail n'est-il pas difficile? Avant, nous n'avions qu'un petit tapatam, si bien que lorsqu'il pleut, nous avions du mal à travailler. Et c'est là que Joseph Djogbenou a décidé de nous construire gratuitement ceci. Pour réussir la fabrication des galettes d'arachide, il faut bien passer par plusieurs étapes, les unes aussi importantes que les autres. Un processus qui nécessite une dextérité qui s'acquiert au fil du temps. À la pâte d'arachide, nous ajoutons du sel et de l'eau. Pour Victorine et la vingtaine de femmes salariées qui travaillent avec elle, la fabrication du kukli est une activité rentable qui leur permet de faire face aux charges familiales. Mon mari ne peut quand même pas me donner tout ce dont j'ai besoin. Il me donne juste ce qu'il peut. C'est à moi de trouver le complément. En dehors des galettes, de l'huile végétale est extraite de la pâte d'arachide. L'huile d'arachide pure et sans additifs est très prisée du fait de la qualité de ses constituants naturels. Certains le font en y ajoutant de la farine de maïs, mais ici, c'est rien que de l'arachide. J'en achète et je revends. En dépit de son expérience, Victorine reste toujours fidèle au conseil de sa belle-mère qui lui a appris le métier. Je lui conseille d'être prudente et de savoir dépenser, sinon c'est la faillite. Avant, la mesure d'arachide coûtait 200 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à 500. Par jour, Victorine transforme en moyenne 4 sacs de 120 kg d'arachide venus de divers horizons. Son travail commence par le tri. Après 23 ans d'expérience, Victorine rêve de voir moderniser les techniques de fabrication des galettes qu'elle a déjà transmises à sa fille. Hors de nos frontières, à présent, le président Emmanuel Macron a reçu ce mercredi les dirigeants du Danemark et du Groenland à l'Élysée. Le Premier ministre britannique est en Chine pour une visite officielle. En Iran, la connexion Internet semble rétablie. L'actualité internationale, c'est avec Chimène Dossou-Agbouti. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce mercredi les dirigeants du Danemark et du Groenland à l'Élysée autour d'un déjeuner de travail. Les échanges entre le président français, la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, et le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, ont porté sur les enjeux de sécurité dans l'Arctique et sur le développement économique et social du Groenland que la France et l'Union européenne sont prêtes à accompagner. Avant leur visite à Paris ce jour, hier, les premiers ministres danois et groenlandais ont rencontré le chancelier allemand. Pour rappel, les États-Unis souhaitent acquérir le Groenland pour la sécurité nationale et internationale, selon le président américain Donald Trump, qui a également affirmé « Nous travaillons avec toutes les personnes concernées pour essayer de l'obtenir ». Le Groenland, considéré comme un territoire autonome, reste rattaché au royaume du Danemark. Le Premier ministre britannique est en Chine ce jour pour une visite officielle. C'est sa première visite depuis 2018, après une période diplomatique glaciale entre le Royaume-Uni et la Chine suite à des soupçons d'espionnage. Au cœur de la visite, des contrats commerciaux utiles pour relancer une croissance économique lente. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, devrait évoquer également le sort de plusieurs militants pro-démocratie incarcérés en Chine à Hong Kong. Il est ajouté que le Premier ministre britannique est déjà accusé par une partie de l'opposition et de sa majorité de ne pas se montrer assez ferme face à la Chine qui a sanctionné une dizaine de députés critiques du régime. Et puis, la connexion Internet semble rétablie ce mercredi en Iran. Après plusieurs jours de retour progressif, la connexion Internet fonctionne à plus de 80%, aussi bien sur les téléphones portables que sur les connexions Wi-Fi. Depuis le 8 janvier, le gouvernement a imposé une coupure générale d'Internet après des manifestations dans la soirée du 8 janvier. Des Iraniens, suite à l'appel lancé par le fils exilé du dernier Shah d'Iran, Reza Pahlavi, et des partis politiques kurdes, étaient descendus dans les rues avec des slogans tels que « Mort aux dictateurs ». Le guide suprême iranien
et c'est la dernière bataille, par la vie reviendra. La mobilisation a été massive dans les grandes villes. Il s'agit de l'une des plus importantes manifestations depuis le début de la nouvelle vague de contestation qui secoue l'Iran depuis le 28 décembre 2025. Outre des raisons de sécurité, les autorités avaient évoqué aussi comme raison de la coupure d'Internet la volonté d'empêcher la diffusion à l'étranger de vidéos montrant les manifestations et les violences. Malgré le blackout et les restrictions, de nombreuses images ont réussi à sortir du pays. Et c'est donc ici que s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.